suis Marie-Laure Eustache et j'ai le grand plaisir, pendant ces 3 jours avec Pierre Compère et Alain Savary, d'animer ce programme de conférences et de format d'expression. J'ai créé mon agence de communication qui s'appelle l'Agence de Marie-Laure. Voilà, un petit peu de promo aussi. Et c'est un grand plaisir de vous faire parler. On va commencer par vous, Céline. Vous êtes donc présidente aussi de la coopérative agricole Tom Daki, agricultrice, maraîchère de tomates sous serre dans le sud de la France. Vous avez une casquette gestion des RH que vous aimez bien. D'ailleurs, vous la portez et vous l'incarnez bien. Vous êtes installée depuis un peu plus de 20 ans, puisque vous avez été installée en agriculture à 23 ans. C'est bien ça, Céline. Et vous m'avez dit que vous avez été formée en permanence. En fait, vous êtes formée en permanence. Et vous allez nous raconter votre parcours et comment vous allez, dans la durée, essayer de bien accueillir aussi les ressources humaines au sein de vos entreprises. Mais parlez-nous un petit peu de vous. On a le temps, on a 10 minutes. Vous avez 10 minutes, Céline, et puis je vous relancerai. Pas de problème. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis maraîchère dans les Pyrénées-Orientales, dans les Landes et dans le Gard, au sein du collectif Les Paysans de Rougeline. Vous savez, en maraîchage, tous les travaux sont manuels. Donc, on emploie par la force des choses un grand nombre de salariés. Donc, avec mes associés, c'est 250 équivalents temps plein dans les Pyrénées-Orientales, 280 dans les Landes et 80 dans le Gard. Oui. Donc, dès que je me suis installée, à l'époque, on n'avait pas autant de serres, mais j'ai tout de suite été confrontée en fait, à la gestion du personnel. Moi, il faut savoir que je suis fille d'éleveur, donc sans salariés. Sans salariés, sans SANS. Sans salariés, donc c'était quelque chose voilà, dans lequel je n'avais pas baigné. En fait, le fait de diriger des personnes, le fait de faire travailler des personnes, le fait de travailler ensemble. Et donc, depuis toute jeune, je me suis formée moi-même à toutes ces... au management. Parce qu'en ressources humaines, il y a la partie administrative. On est en France, le droit du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Mais surtout, et le défi qu'on a depuis 20 ans et qui va être encore plus important sur les années à venir, c'est justement l'objet de cette table ronde. Oui. Comment on travaille ensemble, comment on recrute, comment on fidélise. En fruits et légumes, il faut savoir qu'on ne produit que la moitié des fruits et légumes qu'on consomme en France. Donc pour nous, la marge de progression en tant qu'entrepreneur, elle est énorme. Mais la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir assez de personnes pour le faire ensemble. Donc, ça veut dire que c'est un gros défi pour nous et un défi aussi important que l'outil technologique dans lequel on va travailler, la serre, tout ce qui concerne la production, le défi du personnel et le défi humain. C'est quelque chose qui est fondamental pour le long terme pour nous, donc dans lequel on investit. En fait, le message que je voudrais passer ici, c'est qu'il faut investir dans l'humain. Investir dans l'humain. D'accord. Comme on investit dans un outil, voilà, une serre, une machine, mais en fait, il faut aussi investir dans l'humain parce que ça ne se fait pas tout seul, ça s'apprend. Il faut du temps, il faut des ressources pour s'en occuper. D'accord. Et ça, c'est fondamental. Je suis sûre qu'Olivier Clos est d'accord sur les professionnels de ces ressources humaines. Et Céline, c'est important ce que vous dites. Vous dites on a de plus en plus besoin de porter attention à l'humain. Il y a une culture d'entreprise à générer, à créer, à partager. Et hier, on a parlé même ici avec Audrey Bourrelot de Hectare qui était là. Et il y avait aussi le représentant d'une coopérative de marque employeur. C'est important ça pour fédérer, pour peut-être encore plus que jamais avec les nouvelles générations. Ce sentiment d'appartenance aussi, il est important. Oui. Surtout quand on fait partie d'un réseau collectif. Donc, les paysans de Rougeline, c'est 190 producteurs dans tout le sud de la France. Donc, on a à cœur sur les réseaux sociaux, en fait, de faire connaître ce qu'on fait au grand public et même en interne. Donc, régulièrement, on a des témoignages. Voilà, des témoignages. Je vous donne un exemple. Dans le Gard, récemment, on vient de construire une serre pour l'innovation, Camargue Innovation.
Donc, on partage ça sur les réseaux sociaux. Nos salariés les partagent aussi. On s'en fier. Comment ? Il y a un sentiment de fierté. C'est ça. On a levé pour ce projet de 5 millions d'euros, 500 000 euros via de financement participatif qui a été via la plateforme Mimosa, qui a été donné en accès en premier lieu en fait à nos salariés, aux autres agriculteurs des paysans de Rougeline. D'accord. Donc ça, c'est un exemple de comment on fait vivre la marque employeur, comment on peut à l'extérieur ou au sein de notre propre réseau participer tous ensemble au projet des uns et des autres. Communiquer, se professionnaliser. Vous m'avez dit que vous aviez mis en place plein de choses. Il y a un questionnaire de satisfaction aussi de sortie pour les saisonniers. Vous les soignez. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Ça, c'est important aussi. Peut-être que ça va se redire pendant la table ronde de ces personnes. Donc, en fait, il faut soigner l'entrée avec l'intégration et soigner la sortie. Donc, on a travaillé pour la sortie un questionnaire de satisfaction avec notre alternante RH, Edwige, sur des questions liées aux conditions de travail, comment on peut s'améliorer par rapport à ça, des questions liées aux liens hiérarchiques, des questions sur la recommandation. Est-ce que vous nous recommanderiez et à quel niveau, en fait, au cercle d'amis, à la famille proche, et puis est-ce que vous êtes prêt à revenir l'année prochaine ? Donc tout ça, ça alimente notre base de données puisqu'on a un ATD de recrutement et de gestion des candidatures et qui va nous permettre, pour la saison suivante, de pouvoir piocher là-dedans. D'accord. Alors, en préparant la conférence, je vous ai demandé, Céline, aussi de me dire ce qui avait marché, ce qui avait moins marché en termes d'initiative pour garder le contact avec ses salariés, pour les faire parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, dans ce qui a marché, mais en fait, pour lequel il faut déployer quand même de l'énergie pour le faire perdurer, c'est l'intégration. Il y a 2 ans, dans les Pyrénées-Orientales, on a construit avec un consultant extérieur tout un parcours d'intégration coûts humains pour chaque exploitation agricole. On a plusieurs sites. On a des exploitations agricoles où il y a un administratif sur place, il y en a où il n'y en a pas, etc. Donc, on a construit avec le consultant un parcours d'intégration, donc où on prend les salariés pendant 1 heure, juste avant l'embauche, ou juste après l'embauche, avant de rentrer sur le poste de travail, ou bien dans la semaine, la première semaine de travail, où on va leur expliquer les paysans de Rougeline, quand je récolte des tomates, où est-ce que ça part, le conditionnement, la plateforme logistique, puis les centrales d'achat de la grande distribution, et finalement comment ça se retrouve dans le rayon. Et quel rôle j'ai, moi, salarié, par rapport à tout ça, par rapport à nos cahiers des charges. On est dans le zéro résidu de pesticides. Donc, comment je m'inscris là-dedans et qu'est-ce que je fais finalement pour la société? Parce qu'on est sur des métiers où finalement l'utilité, elle est... et le sens, le sens de son métier, c'est flagrant. Donc, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Dans le process d'intégration, il va y avoir aussi toutes les consignes d'hygiène et sécurité, des consignes sur les horaires, sur l'organisation, le réfectoire est là, les toilettes c'est là, vraiment des choses très basiques, mais c'est un processus normé qu'on a construit avec les chefs d'équipe, avec les responsables d'exploitation. Ce processus d'intégration, il peut être fait à la fois par une personne administrative, puis une personne sur le terrain, ou bien sur certains sites carrément qu'avec des personnes du terrain. On a aussi fait évoluer certains ouvriers agricoles qui sont devenus des référents, donc qui prennent en charge sur une partie de leur temps de travail cette intégration. D'accord. Voilà, donc vraiment un process coûts humains en se faisant aider de l'extérieur. Et l'enjeu, c'est de le faire durer dans le temps. C'est-à-dire que comment dire, le personnel de production, les chefs d'équipe, les chefs de culture, leur impératif, c'est la production. Et finalement, cette acculturation l'intégration, c'est quelque chose qui est utile. C'est quelque chose qu'il faut aussi rappeler et cadrer, et en fait ne pas les laisser tout seuls face à ça. D'où l'importance des
des services des ressources humaines là-dessus et de l'implication aussi des gérants pour en faire une priorité des dirigeants. C'est ça aussi la culture d'entreprise, à partager le sentiment d'appartenance. Vous m'avez dit aussi que finalement, ces parcours d'intégration, vous étiez inspiré d'autres secteurs professionnels. Dans l'industrie, ça se fait beaucoup. Peut-être que Mathieu confirmera. Mathieu, tout à l'heure, voilà. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément pratiqué en agriculture, bien qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Ça se fait de façon systématique dans l'industrie et je crois qu'on peut s'inspirer de certaines... et se faire accompagner aussi par des œils extérieurs sur ces sujets parce que c'est une façon de professionnaliser ces ressources humaines. Merci beaucoup, Céline. Vous avez dit l'essentiel, mais pas tout, évidemment. Vous sentez-vous libre de compléter des propos ou de réagir à ce que vous entendez. En tout cas, je retiens le bien accueillir sur la durée. Ça, c'est vraiment important. Et puis, se professionnaliser constamment, s'inspirer, se perfectionner pour accueillir au mieux ses salariés et ses saisonniers. Je me tourne vers vous maintenant, Nicolas Montepagano, responsable filière maïs à l'AGPM, une filière qui embauche beaucoup de saisonniers d'ailleurs, on ne le sait pas, on pense c'est vrai beaucoup aux fruits et légumes, à la vigne, etc. Mais il y a aussi des essaimeurs, moi c'est un terme que je préfère à castreurs de maïs, mais pourquoi pas. Et vous allez nous parler de ce métier, Nicolas, et de toujours, ce que vous avez initié en termes de communication pour ce public-là qui est assez jeune et qu'il faut garder d'une année à l'autre. Merci beaucoup, Nicolas, de votre témoignage. Oui, bonjour. Donc, moi, je ne suis pas comme Cécile, agriculteur. Oui, pardon. Je ne suis pas comme Cécile, agriculteur ni employeur. Je travaille pour la GPM. C'est une structure nationale qui représente les producteurs de maïs français, tous les producteurs de maïs français. Et effectivement, on se dit spontanément, les céréaliers, ce n'est pas la filière qui a le plus besoin d'emplois saisonniers. Ce n'est pas faux, mais il y a des filières, des types de production spécialisées qui ont besoin de saisonniers. C'est stratégique dans l'activité et ce sont des profils de saisonniers qui peuvent être un peu particuliers par rapport à ceux que recherche, par exemple, la filière maraîchage, horticole ou Céline en tout cas. Donc moi, je peux témoigner de comment j'accompagne un profil d'agriculteur, une filière qui a des besoins particuliers de saisonniers, comment je peux les doter d'outils. Donc pour ça, il faut que je sois à l'écoute. Je suis beaucoup à l'écoute de leurs attentes, de leurs difficultés. Moi, je les écoute depuis une dizaine d'années. J'ai déjà vu dans leur discours certaines difficultés prendre le pas sur d'autres. Mais il y en a qui sont un peu inhérentes au métier et qui seront toujours là. Moi, il y a 3 grands types de difficultés que me partagent beaucoup les agriculteurs et qui disent on a besoin d'aide sur ces sujets-là. C'est les difficultés liées à l'appropriation du cadre réglementaire dans lequel ils doivent recruter leurs saisonniers. Ils ne sont pas employeurs par défaut, ce n'est pas leur métier principal. Ils le font régulièrement, mais pas forcément au jour le jour. Donc, on les forme, on les professionnalise dans la durée, sur la connaissance du cadre réglementaire. On parlait tout à l'heure en aparté, tout employeur n'est pas toujours serein dans le recrutement de ses salariés, qu'ils soient saisonniers ou pas. Bien sûr. C'est très vrai pour les agriculteurs, encore plus pour ceux qui recrutent ponctuellement des saisonniers. Donc ça, c'est un peu le fil rouge de notre accompagnement. On propose des webinaires, des formations, des guides pédagogiques, souvent en association avec des structures spécialisées. Mais ça, c'est un peu le fil rouge. Ils me disent aussi, depuis longtemps, on a un public de saisonniers, je vous le décrirai un petit peu tout à l'heure parce qu'il est particulier, il est très jeune, Marie-Laure l'a dit, mais on a un public de saisonniers qui ne connaît pas assez ou qui connaît de moins en moins le monde agricole, la typologie d'exploitation sur lesquelles ils arrivent, qui ne connaissent pas le métier, qui ne connaissent pas les tâches et qui n'ont pas conscience de l'enjeu de leur activité sur l'activité de production, la qualité de production. Donc, ils nous disent, on a besoin de les former. C'est plus de la pédagogie. Oui. Donc, je ne sais pas si on peut parler de professionnalisation des jeunes, mais d'une certaine façon, c'est un petit peu ça. Donc, on édite aussi des guides pédagogiques sur c'est quoi un producteur de maïs. Je parle de semences, en l'occurrence, beaucoup. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est quoi un producteur de maïs semences? En quoi c'est particulier? En quoi la main-d'œuvre saisonnière est stratégique? En quoi consiste le métier de décimeur? On fait des plaquettes, on fait des webinaires, on fait des petites vidéos. Ça, c'est la pédagogie pour les saisonniers. Et le dernier sujet qui arrive de façon plus récente, c'est on a de plus en plus de mal à recruter dans l'absolu. On a du mal à recruter les saisonniers auxquels on aspire dans l'absolu, mais
on a de plus en plus de mal de recruter. Le Covid a exacerbé les difficultés. C'est toujours le cas. Et ils disent qu'il faut nous aider à trouver, ne serait-ce qu'à trouver les jeunes qui seront demain sur notre exploitation avant de parler de fidélisation, de formation, de professionnalisation. Donc, et oui, non, mais c'est très bien. Et ça rejoint la problématique de l'installation. On parle beaucoup de la relève agricole des agriculteurs, mais il y a aussi la relève de tout ce monde-là qui travaille au service et aux côtés des agriculteurs. Et il faut beaucoup s'en préoccuper parce qu'effectivement, cette nouvelle génération, Nicolas, elle a peut-être d'autres attentes, d'autres exigences aussi. C'est quelque chose que vous constatez? Alors, elle a d'autres attentes et je vais vous parler justement de ce profil. Je ne l'ai pas encore fait, mais on s'est posé la question, comment vous recrutez déjà? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des outils qui existent déjà avant de réinventer des choses que vous pourriez utiliser? Le profil des saisonniers recherchés par les producteurs de semences de maïs, les écimeurs, ce sont des jeunes, des étudiants, des lycéens, des jeunes étudiants autour de 16-18 ans souvent. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui s'inscrivent dans un parcours professionnel ou pas encore, ils cherchent un job d'été, bien souvent. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu d'amateurisme dans les circuits de recrutement. C'était beaucoup du bouche à oreille, des petits sites bricolés par les agriculteurs, un petit peu de réseaux sociaux. Pendant des années, ça a suffi parce que le tissu agricole, le tissu rural suffisait. Maintenant, ça ne suffit plus, notamment dans les agglomérations. Donc, ils se sont spontanément professionnalisés, mais on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas vous accompagner en mettant en place un outil un peu plus construit, autour duquel on fera de la promotion et plus mutualisé. Donc, on a mis en place un site internet spécifique à cette typologie de saisonniers qui était recherchée. Qui s'appelle Job, alors www.job-semence-maïs.fr. Oui. #castration. Alors, #castration, en fait, c'est un site qui est construit aussi à l'échelle d'une filière. Pour moi, la fidélisation, elle peut se raisonner au sein d'une filière. Un parcours professionnel ou un premier parcours professionnel au sein d'une filière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'encore une fois, la filière semences, les agriculteurs ont besoin de ces écimeurs très tôt, dès 14 ans parfois, c'est légal, hein, donc ils sont aussi sujets à ces contraintes d'emploi des très jeunes qu'il faut absolument respecter. Oui, donc la formation à ce niveau-là est essentielle. Bien sûr. Il faut vraiment être sérieux, ils le sont, mais ils sont en doute souvent. Donc on a besoin de ces jeunes-là, ils peuvent rester 2, 3, 4 ans. J'ai fait une enquête il y a quelques années, il y a plus de 50% des jeunes qui ne reviennent pas d'une année sur l'autre. Donc, plus que gérer la fidélisation dans la durée ou sur une année de cycle culturel, c'est comment gérer le turnover. Ça, c'est très compliqué. Donc, ils peuvent rester 2-3 ans dans l'exploitation pour faire ce travail qui est peu qualifié ou pas qualifié. Mais la filière maïs-semence, elle offre des emplois plus qualifiés, de techniciens. Parce qu'il y a aussi... À 18 ans, on peut être technicien. À partir de 18 ans, parce qu'il y a un corpus réglementaire qui est très strict. Les normes de commercialisation des semences sont très strictes et il faut contrôler la qualité de la production au champ. Donc, on a besoin de techniciens qui, eux, sont formés. Il y a des formations, ils sont qualifiés, ils sont diplômés et ça peut s'inscrire dans des parcours de montée en compétences au sein d'une filière et on peut essayer ou aspirer à fidéliser un jeune qui a commencé à 14 ans en tant qu'essimeur, peut-être jusqu'à 18 ans. À 18 ans, il devient technicien contrôleur pendant 1 an ou 2. Ensuite, il devient technicien d'encadrement pendant 1 an ou 2. Et s'il garde de l'attrait dans la filière ou dans cette typologie de poste, il peut devenir responsable technique. Et après, il peut peut-être basculer dans les usines de production de semences qui, elles aussi, ont besoin de main-d'œuvre saisonnière. Donc, tout ça pour dire, Marie-Laure, je suis peut-être un petit peu long, mais on a construit ce site avec ce premier échelon. Il commence au champ. Ce site permet aussi d'aider au recrutement de tous les techniciens. C'est à peu près 500 techniciens qu'il faut trouver chaque année et 50 000 jeunes qu'il faut trouver pour aller travailler au champ dans les exploitations. Donc, le site, pour l'instant, il permet d'adresser ces 2 types de profils. Et demain, peut-être qu'il peut évoluer vers d'autres types de profils. Mais la logique, c'est les emplois saisonniers dans une filière très précise. Ça a été ça notre approche. D'accord, très bien. Le site est très bien fait. Il y a des vidéos, des témoignages, beaucoup de pédagogie en effet. Et sur les réseaux sociaux, donc il y a le site internet et vous êtes présent aussi sur TikTok ou Instagram. Alors, le site a été lancé l'an dernier. D'accord. On capitalise déjà sur la plateforme. Oui, on a fait de la communication, beaucoup sur Facebook, parce que ce qui est particulier aussi, c'est que pour attirer les jeunes, rassurer les jeunes, il faut aussi rassurer les parents. C'est très important.
Donc, dans un premier temps, on s'est intéressé aux réseaux sociaux qui avaient de la crédibilité aux yeux des parents et sur lesquels les parents étaient. Facebook, par exemple. Oui. Donc, on a commencé par ça. Cette année, on va développer peut-être un petit peu sur Instagram ou ce genre de choses. On bénéficie aussi là de l'organisation de la filière maïs. On a une multiplicité de canaux de communication et on les utilise à bon escient sur cette thématique privée. Et après, on bénéficie aussi encore beaucoup du bouche à oreille parce que tout ce qui a été fait de façon un peu empirique pendant des années a toujours bien fonctionné, ça a du sens. Donc, on utilise les outils plus professionnalisés, les circuits de communication modernes et les canaux plus informels qui continuent à fonctionner moins bien, mais qui sont toujours importants dans les zones très rurales. Donc, on mixte un peu différents canaux de publicité autour de ce site. Très intéressant ce que vous dites sur Facebook, Nicolas. Moi, je connais un site qui s'appelle le Pôle emploi agricole sur Facebook. Olivier, je ne sais pas si ça te parle. Et c'est vrai que c'est très humain, c'est très spontané. Il y a des jeunes ou des parents qui partagent des CV de leurs jeunes pour être saisonniers. Et Facebook marche bien pour cette cible-là. Merci beaucoup, Nicolas. Sentez-vous libre de compléter ou d'intervenir au fil de la discussion. On comprend bien que les ressources humaines, en tout cas dans nos secteurs, se professionnalisent encore plus. Mathieu, vous avez pris beaucoup de notes. Mathieu Hetzer, président du Centre des jeunes dirigeants, vous avez écouté attentivement pour l'instant nos deux intervenants, pris des notes. Qu'est-ce qui vous a interpellé? D'ailleurs, présentez-nous le CJD. Je crois que le CJD porte en tout cas comme valeur la compétitivité des entreprises, mais aussi la qualité de vie au travail. C'est important et c'est porté par vos adhérents au CJD. Tout à fait. Alors, je vais le formuler un peu différemment, mais je vais le présenter. Déjà, je vais me présenter moi. Je suis Mathieu Hetzer, je suis éditeur, je fais de l'accompagnement de dirigeants. Donc, on peut se demander, mais que fait-il là? Je préside une association qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Centre des jeunes dirigeants qui regroupe 6000 dirigeants de TPE, PME en France. On a dans nos membres environ 500 dirigeants issus du secteur agricole ou agroalimentaire. Ça, c'est intéressant. Je ne le savais pas, je l'ignorais. Sur 6 000 adhérents, vous avez... Tout à fait. On a quand même une belle représentation. Ouais, tout à fait. Oui, à peu près, ouais. Le CJD, c'est quoi? Le CJD, on a 3 casquettes. Première casquette, c'est l'école du dirigeant. Donc, on a un organisme de formation en interne. On dispense 70 000 heures de formation par an. Deuxième casquette, Action Tank. Donc, au-delà de réfléchir aux nouveaux modèles d'entreprise, au-delà de réfléchir à ça, on expérimente sur le terrain dans nos entreprises. Et ça, c'est un élément clé, l'expérimentation. Troisième casquette du CJD, un mouvement profondément humaniste. Le CJD a été fondé en 1938, ça a été créé en 1938. Depuis 1938, on a milité pour la création de l'assurance chômage, pour la création des syndicats, pour la participation des salariés aux fruits de l'entreprise, donc intéressement, participation. On a milité également pour les 35 heures. On a milité pour la création, pour la légalisation de la formation en alternance, etc. Donc on a un mouvement patronal, mais très humaniste. Notre raison d'agir, c'est de mettre l'économie au service du vivant, et pour ça, effectivement, on met l'homme au cœur. L'homme au cœur, avec une vision qui va au-delà de la performance économique. Au CJD, on parle de performance globale, donc c'est l'ancêtre de la RSE. Donc la performance globale qui dit que la performance économique a du sens si elle est au service de la performance sociale, sociétale et environnementale. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on on réfléchit beaucoup au modèle d'entreprise, on réfléchit beaucoup à comment permettre à nos collaborateurs de venir pour autre chose que juste gagner un salaire à la fin du mois. Moi, je vais vous parler de comment recruter, comment fidéliser. J'ai déjà commencé mon propos en parlant de l'entreprise au sens large. Et après, je ferai un focus. C'est parfait. Si ça vous va. Ah, mais ça me va très bien, Mathieu. Le monde agricole. On a fait un sondage sur nos membres issus du secteur agricole. Donc, je terminerai par ça. Mais déjà, globalement, comment font les TPE, PME pour être attractives et fidélisées? Pour moi, il y a 2 leviers très importants. Alors, je vais commencer déjà par une petite étude. Il y a une étude d'OpinionWay qui dit qu'aujourd'hui, 1 jeune sur 2 souhaite devenir entrepreneur. Ça, c'est très important dans ce qui va suivre. Dont entrepreneur agricole, puisqu'on parle de chef d'entreprise agricole. C'est une très bonne nouvelle. Tous les secteurs. Oui. Ça veut dire quoi? Ils veulent devenir entrepreneurs, ça veut dire qu'ils veulent pouvoir avoir un impact sur les décisions. Et ils veulent pouvoir avoir un retour sur leur investissement, un retour financier sur leur investissement, leur engagement. Donc, je vais vous parler de gouvernance et je vais vous parler après de partage de la valeur. La gouvernance aujourd'hui, c'est un
c'est un vrai sujet pour engager les collaborateurs. En partageant la gouvernance, donc en partageant la prise de décision, mécaniquement, vous allez engager vos collaborateurs. Si demain, vous demandez à vos collaborateurs, vous leur posez une question sur l'achat d'une machine, sur la stratégie, sur la vision à long terme, mécaniquement, ils vont se sentir concernés. Donc, partage de la gouvernance, c'est un élément clé. Comment partager la gouvernance, comment partager la décision? Eh bien, il y a plein de façons de faire. Ça peut être très structuré et intégré administrativement dans l'entreprise, mais ça peut être fait de façon beaucoup plus informelle aussi. Je suis éditeur, je suis une TPE, et aujourd'hui, toutes les décisions stratégiques, je les prends avec mon équipe. Pour autant, il n'y a rien qui est écrit nulle part. Et je ne suis pas engagé à faire ça, mais ça fait partie maintenant de la routine. Dès qu'il y a une décision importante, on se met autour de la table, on organise un atelier en intelligence collective. Alors, c'est un truc structuré, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, sorti du chapeau. Donc, on parlait formation tout à l'heure. Effectivement, la formation de dirigeants, elle est cruciale, ne serait-ce que sur comment prendre les décisions collectivement. Eh ben, je vous assure que si vos collaborateurs décident avec vous, prennent certaines décisions avec vous, derrière, ils les assument avec vous. Déjà, ils sont engagés dans la prise de décision, ils sont engagés dans l'entreprise, et derrière, ils assument la décision collectivement. Donc, effectivement, vous pouvez mettre en place des comités de direction, ça c'est un peu le niveau plus, mais vous pouvez aussi juste faire des sondages ou des enquêtes pour savoir qu'est-ce que tu penses de cette idée-là. Ça peut être très formel ou très informel. Alors, les avantages du partage de la gouvernance, c'est évidemment que la décision elle est prise au plus proche des besoins du terrain. Ça, c'est un avantage évident. Les décisions sont parfois aussi plus innovantes, plus créatives. Combien de fois l'équipe a eu une idée à laquelle je ne m'attendais absolument pas? Et ça marche pour à peu près tous les sujets. Mais ça marche dans toute taille d'entreprise, ouais. Mathieu? Moi, je suis TPE. Ah oui. TPE, donc j'ai commencé à mettre ça en place, on devait être 9. Ah, voilà. À l'époque, on était 9 quand j'ai commencé à pratiquer ça. Oui. Et voilà, ça marche. On peut être 4, ça fonctionne, à condition de bien le faire. Voilà, je pense que la formation est importante. D'accord. Mais une fois que vous avez l'outil, derrière, ça déroule. Okay. Donc, forcément, si vos collaborateurs co-décident avec vous, bah, mécaniquement, derrière, ils sont, l'atmosphère de travail est nettement plus agréable. Une fois que c'est en place, ça devient même un argument de recrutement. C'est-à-dire, effectivement, si tu le souhaites, si tu rejoins mon entreprise, tu vas pouvoir prendre certaines décisions avec nous. Il n'y a pas d'obligation. Par contre, ça se fait assez naturellement. Si on utilise les bons outils d'intelligence collective, mécaniquement, tout le monde va se prendre. Dans le monde agricole, il y a le modèle coopératif qui fonctionne un petit peu comme ça, sur ce principe. Tout à fait. Je vais y revenir un peu tout à l'heure. Alors, coopératif, oui. La question, c'est comment sont prises les décisions? Est-ce que c'est pris avec l'intégralité des collaborateurs et sur quelle modalité? Aujourd'hui, pour moi, le vrai enjeu, c'est les modalités. Comment on fait émerger les idées et comment on choisit ensemble les idées qu'on retient. Donc, pour moi, il y a un petit enjeu là-dessus. Il y a évidemment des contreparties à ça. Le temps que ça prend, ça peut prendre du temps. Bien sûr, de se former. Disait Céline. Oui, tout à fait. Le temps ça prend du temps. Par contre, moi je suis aujourd'hui, et nos dirigeants le confirment, les résultats sont supérieurs à l'investissement en temps qu'il y a eu au départ. Oui, au début ça prend du temps, mais derrière les retours sont sans commune mesure avec le temps qu'on a consacré à cette mise en place. Ça c'était donc pour la partie partage de la gouvernance. Attention, les minutes passent, hein, Mathieu. Oui, justement, c'est pour ça que j'accélère. Je vais vous parler de partage de la valeur. Je vous l'ai dit, hein, surtout les jeunes, mais c'est valable pour tout le monde. À partir du moment où vous vous impliquez au quotidien dans une entreprise, eh ben, il est tout à fait naturel que vous bénéficiez aussi des fruits, des résultats de votre travail. Donc, il y a plein de façons de partager la valeur. Il y a certains modes d'organisation qui permettent, un peu collaboratifs, mais qui permettent aux salariés d'avoir, d'une certaine façon, des dividendes également. Donc, ce n'est pas de la participation, de l'intéressement. Il y a un modèle qui s'appelle la SASPO, qui permet aux salariés, à tous les collaborateurs, d'avoir des actions qui leur permettent de prendre des décisions et de toucher des dividendes également sans avoir investi un seul euro pour acheter ces actions. Donc, on donne au travail la même valeur que l'actionnariat. D'accord. Voilà. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, c'est un petit peu technique. Il faut savoir que ça existe et ça permet justement de... je vais m'impliquer parce qu'à la fin de l'année, je toucherai une partie des résultats de l'entreprise. En allant au-delà, puisque vous êtes engagé aussi dans les décisions. Ce n'est pas juste une participation intéressement, prenez certaines décisions. Donc ça, c'était en mode méta, c'est valable pour toutes les entreprises. Là, je vais vous parler maintenant. Combien de temps il me reste? Et il vous reste 5 minutes, mais un peu plus. Je vais aller vite. On pourra discuter après. On pourra développer au Café des Agris aussi. Ça marche. Donc, on a fait une enquête auprès de nos membres issus du monde agricole. Oui. Donc, au CJD, on a des membres qui sont dans la pisciculture,
la viticulture, la production horticole, l'élevage, la fabrication de produits laitiers, l'oléiculture, l'arboriculture. Donc, ce que je vais beau panel, là. Belle représentation. C'est assez large. Donc, ce que je vais vous dire concerne un peu l'ensemble de ces secteurs-là. D'accord. On a fait une étude et je vais commencer par vous dire ce qui est un petit peu le négatif sur la fidélisation. Là, je vais vous parler de fidélisation des salariés. Dans l'étude qu'on a faite, on a un quart de nos membres qui a du mal à fidéliser. Ça veut dire qu'on a 3/4 des membres qui ont répondu qui n'ont pas de difficulté de fidélisation. D'accord. C'est assez intéressant par rapport aux études. C'est plutôt bien comme chiffre. C'est un très bon chiffre par rapport aux études globales. D'accord, oui. Donc, je vais commencer par vous parler de des difficultés identifiées chez les personnes qui ont du mal à fidéliser. Et après, on terminera par des idées plutôt... Super, les leviers, oui. Les leviers, tout à fait. Donc, alors je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais globalement, évidemment, il y a la rémunération qui est parfois jugée insuffisante pour retenir certains talents. Les conditions de travail sont pénibles parfois sur le long terme, on en a un peu parlé en amont. Le manque de perspective d'évolution, ça vous l'avez un peu identifié. La mobilité des travailleurs étrangers qui repartent souvent à la fin de leur saison. Et surtout les difficultés à attirer et à retenir les jeunes générations qui cherchent d'autres conditions de travail, mais également de la reconnaissance dans leur mission. Donc ça, ce que je vous dis là, c'est issu de notre sondage. C'est pas, il y a plusieurs solutions qui ont été imaginées par rapport à ces soucis-là, ces difficultés. Les formations attractives et professionnalisantes, ça a été un petit peu abordé. Mais en mode un peu plus méta, réduire la charge administrative des entreprises pour permettre de dégager du temps et de l'argent pour mieux investir dans les salaires. D'accord. Ça, c'est plutôt en lien avec les pouvoirs publics. Et l'IA, peut-être, pourra vous aider, l'intelligence agricole. On en a parlé hier aussi, de la charge mentale. Avec l'intelligence artificielle ou l'intelligence agricole? Magnifique, je connais ce jeu de mots. Je parle même d'intelligence agricole au pluriel. Et je trouve que l'IA a toute sa place parce qu'il y a des intelligences agricoles. Alors, il y a des vrais sujets là-dessus, effectivement. On est en train d'y travailler au CGD. C'est noté. Pas de challenge. Il y a également... en lien avec les pouvoirs publics, une des idées qui est remontée, c'est l'encadrement du coût des intrants agricoles pour permettre de dégager de l'argent pour investir dans d'autres choses. Pour d'autres choses. Voilà. Les autres problèmes identifiés, c'est le problème de logement, la pénibilité de travail, le manque de candidats. Là, c'est typiquement pour les saisonniers, par exemple. C'est ça, avec l'un de nos membres qui mettait le doigt sur quelque chose qui nous semble assez lointain de nos préoccupations parfois quotidiennes, mais il accueille des saisonniers qui ont des vannes, des camping-cars, etc. Mais il a des problèmes de habitation. Ah oui, de stationnement. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'accueillir sur son terrain des vannes et des camping-cars. Ça pose des problèmes juridiques. D'accord. Donc, juste faire évoluer ce genre de sujet. Je vais passer maintenant aux 3/4. Oui, très vite, Mathieu. Très vite. 3/4 de personnes chez qui ça fonctionne bien, qui n'ont pas de difficultés de recrutement. Donc, on a parlé déjà des conditions de travail attractives, la mise en place d'horaires flexibles, l'amélioration du confort sur le lieu de travail et l'autonomie dans la prise de décision. Donc ça rejoint le sujet de gouvernance dont je parlais avant. Plus les collaborateurs seront libres de leurs décisions et de leur quotidien, plus ils se sentiront responsables et auront tendance à rester. Et valoriser aussi. Et valoriser, bien sûr. J'y reviens, effectivement, la reconnaissance, c'est un sujet extrêmement important. La valorisation du travail, les entretiens individuels récurrents pour imaginer une évolution de parcours, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Il y a l'ambiance et le bien-être qui sont très importants. L'ambiance et le bien-être. Créer une communauté. La création de la communauté. Bien sûr. Qui est fondée sur l'entraide, le partage, l'équité, etc. On a parlé de la rémunération déjà. Voilà, j'ai encore d'autres choses à dire, mais je pense que... On peut développer, Mathieu, tout à l'heure au Café des Agris, je vous relancerai là-dessus. Parfait. Voilà, mais très bien, merci pour ce panorama. Il y a donc un groupe de travail au CJD. Chez nous, on a un groupe de travail, oui. C'est intéressant de le savoir, surtout qu'il y a parmi nous dans le public le think tank Agridé, qui est un think tank agricole qui lance un groupe de travail sur les ressources humaines. J'en profite pour le dire, puisqu'il vous écoute attentivement et, depuis tout à l'heure, et peut-être qu'il y aura une passerelle aussi à faire entre vous. Avec grand plaisir. Très bien, merci Mathieu. Alors Olivier Clos, vous avez écouté aussi attentivement et vous êtes un peu notre grand témoin sur cette table ronde parce que vous êtes un pro des mondes agricoles depuis beaucoup d'années. Vous suivez toutes ces transformations des métiers puisque vous accompagnez les cadres, les personnes qui veulent travailler dans ce secteur. Comment vous pouvez réagir, Olivier, sur ce que vous avez entendu ?
Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont dites. Pour me présenter, donc moi, ça fait effectivement un peu plus de 25 ans que je travaille dans le milieu des ressources humaines en agriculture. D'abord en tant que directeur des ressources humaines d'une entreprise de services pour le milieu agricole. Puis depuis 12 ans, donc en tant que dirigeant du cabinet MG Consultant, qui est un cabinet donc de conseil en ressources humaines spécialisé dans l'accompagnement des entreprises du secteur agricole uniquement, dans toute la France. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, ça fait depuis 25 ans, je vois une évolution effectivement assez importante du milieu du recrutement, du milieu du rapport entre les collaborateurs et les entreprises. Donc tout ce qui a été dit, effectivement, c'est d'abord de se remettre en question de façon permanente sur le recrutement, l'intégration, la considération qu'on peut avoir pour les collaborateurs, le management. Et donc toutes les initiatives qui vont permettre à un moment donné de recruter ou de fidéliser vont aller effectivement dans le sens d'une forme de stabilité de l'entreprise pour atteindre aussi ses objectifs de production ou de développement. Il y a une chose peut-être qu'on n'a pas évoquée, c'est l'importance de la formation des managers. Bien sûr. Je pense qu'il y a un point de voûte, un point clé en fait qui est là, qui est pas toujours bien identifié déjà par les entreprises. On peut faire du marketing social, on peut faire de la marque employeur, on peut faire plein de choses. Oui. Si on oublie de former ses managers, à un moment donné, cette notion de fidélisation, elle va être aussi, voilà, et alors, laissée de côté. Quoi, Olivier? Alors, les former à quoi, ces managers? Pour donner un chiffre clé, il y a 70% des démissions qui se font à cause du management. Sous couvert de j'ai envie de changer de vie, j'ai fait le tour, je veux gagner plus d'argent. Tout ça, oui, ok, ce sont des choses avouables. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire parfois quand on démissionne, c'est de dire non, je ne peux plus avoir comme référent la personne qui m'encadre, je ne me lève pas le matin pour travailler avec elle. D'accord. Je n'ai plus envie de... voilà. Et donc cette notion de motivation, du binôme entre le collaborateur et son manager direct, elle est hyper importante. D'accord. Et on oublie trop souvent d'investir dans la formation de ces managers. Manager, c'est d'abord se connaître soi-même. Ok. Voilà. 2, connaître ou apprendre à connaître les autres. Mais... Et adapter, du coup, son management. Voilà, donc dans le cadre des saisonniers, même quand on a quelqu'un qui a 14, 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans pour lui donner envie de revenir, c'est de dire est-ce que moi, jeune, je vais avoir envie de revenir travailler avec Olivier, avec Nicolas, avec... Vous me parlez d'empathie là, Olivier, de capacité à se mettre à la place de l'autre. C'est ça, c'est la base en matière du management, mais c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent parce qu'on veut trouver des solutions... de méthodologie, de communication qui sont très importantes. On est d'accord. Je vous cite un exemple. Ce week-end, j'ai une amie qui m'appelle. Sa fille est en stage de fin d'études. Elle a intégré Chanel. Oui, joli. Il y a du monde qui postule chez Chanel pour avoir un stage de fin d'études. Ouais. Au bout de 6 semaines, elle est partie. Par rapport à quoi? Par rapport à un problème avec son N+1. D'accord. Non empathique, très directif, manque de considération, le manque du merci, qui est quand même quelque chose de gratuit et de très efficace. Eh ben non, voilà, on était dans quelque chose, dans une relation qui n'était que une relation de directivité et puis une relation de production, entre guillemets, bête et méchante. Et c'est bien dommage parce que ce potentiel est parti et la personne en place est restée et devrait peut-être travailler sur elle-même. Voilà, travailler sur elle-même, ou en tout cas que l'entreprise mette aussi en place un ensemble de démarches. D'abord, effectivement, pour sonder, comme disait Céline, régulièrement, si les personnes se sont bien plu, si elles ont apprécié l'ensemble des process qui ont été mis en place, le travail en lui-même, l'ambiance. Voilà. Donc, en fait, quand on est agriculteur, on a le temps de le faire, ça, Olivier? Bah oui, bien sûr qu'on a le temps de le faire. Employeur, agriculteur, on a tellement de casquettes et de responsabilités. Mais c'est bien de le redire. On a le temps de dire merci. Aussi à pro. On a le temps d'organiser un petit verre une fois que les récoltes sont terminées avec l'ensemble des saisonniers pour les remercier de leur implication. On a le temps de passer un petit coup la main sur l'épaule en disant bravo, super ce que tu as fait ce matin. Enfin, bien sûr qu'on a le temps de le faire. Mais faut-il en avoir conscience et faut-il avoir conscience de l'efficacité de tout ça?
C'est du coaching. Oui, le mot n'a pas encore été prononcé sur cette table ronde. Le fameux coaching, le savoir-être. Et puis, c'est peut-être cette nouvelle génération de chefs d'entreprise agricoles, j'espère, Olivier, qu'ils prennent plus le pli, eux-mêmes étant issus de nouvelles générations, On a plus conscience, effectivement, de l'importance de tout cela qu'avant. Il y a malheureusement encore des entreprises ou des managers, il y a des trous dans la raquette. J'en avais rencontré un il y a quelques années qui ne connaissait même pas le prénom de ses saisonniers. Donc, je ne sais pas comment ils faisaient pour les interpeller, ou ils les sifflaient, mais à un moment donné, donc c'est la caricature extrême, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà. Donc, il faut absolument intégrer cette dimension humaine dans la fidélisation et le rapport au travail. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, il a une énorme valeur. Et il faut prendre le temps aussi de former effectivement les personnes de l'encadrement intermédiaire à ces notions qui semblent des notions parfois simples et basiques, mais tellement importantes qu'on les oublie parfois. Absolument. Et on veut construire des châteaux. Des châteaux Merci Olivier pour le rappel de ces principes, et c'est très complémentaire de ce qui s'est dit. Merci beaucoup. Céline, vous vouliez ajouter un témoignage sur ce que disait Olivier Clos? Oui, donc nous, par rapport à l'accompagnement de nos managers, effectivement, c'est central. C'était apparu lorsqu'on a fait intervenir des ergonomes MSA avec la prévention des risques. Et suite à ça, ça a débouché sur un accompagnement, donc un coaching des cadres et des chefs d'équipe, un coaching à la fois collectif et individuel, qui a porté ses fruits, puisque aujourd'hui il y a déjà un meilleur travail ensemble entre les différents services, et puis les managers eux-mêmes ont évolué, leur posture a évolué, et le fait de pouvoir partager entre eux aussi leurs problématiques, il y a vraiment beaucoup de vertus. Moi je vous incite vraiment à le mettre en place, et actuellement dans les Pyrénées-Orientales on va encore plus loin, puisque sous l'égide d'Ocapiat on s'est réunis plusieurs entreprises agricoles. C'est qui Ocapiat? Ocapiat, c'est notre OPCO. C'est en fait l'institution qui gère la formation des salariés agricoles. Ah oui, c'est important de les citer. Oui. Donc, où localement, on va se retrouver, plusieurs entreprises de l'agroalimentaire ou de l'agriculture, pour justement réfléchir ensemble à bonnes pratiques. Avec comment les managers vont réfléchir à la marque employeur. Mais en fait, c'est toute la culture d'entreprise, et en interne et en externe, avec ce partage à plusieurs entreprises. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Céline, Nicolas, vous avez envie de rajouter quelque chose peut-être? Juste un tout petit mot, mais ça va dans le sens de ce qui a été dit. 10 minutes, c'est court. On ne peut pas tout évoquer. Moi, le dernier point que je voulais évoquer, celui auquel je réfléchis maintenant pour compléter le dispositif d'accompagnement, c'est autour de la formation. Il y a des besoins qui s'expriment. J'ai besoin d'être formé pour bien accueillir, créer une bonne ambiance de travail, manager, encadrer des équipes, encore une fois, de très jeunes. Mais après, ça sert dans toute l'entreprise pour tout profil de salariés. Donc, moi, c'est le 4e volet. Il y a des besoins qui sont exprimés, mais ils me disent, on ne prend jamais le temps parce qu'on se dit qu'on va le mobiliser trop peu de temps dans l'année sur un profil particulier. Mais non, c'est des compétences qu'ils mettront à profit au quotidien. Donc moi, je réfléchis à ça, et du coup, c'est très intéressant. Je n'ai pas pu le dire, mais j'aurais mille choses à dire aussi sur tous les champs qu'a ouvert Mathieu. Mais on va en parler. On va un petit peu en discuter à midi au Café des Agris. Mais merci. Bien sûr qu'on pourrait en parler des heures de ce sujet et de ces sujets humains. On est dans l'humain, Mathieu, n'est-ce pas? J'avais envie de vous poser la question. Je commence par vous, Mathieu. S'il y avait un levier à activer pour fidéliser ces salariés et ces saisonniers, ça serait lequel, s'il faut en choisir un? Les autres ont le temps de réfléchir. Ouais, c'est bien. Désolé. Moi, je suis convaincu des bienfaits de l'intelligence collective. D'accord. Parler de formation, c'est crucial que le dirigeant, que le manager se forme. Je suis entièrement d'accord. Je rebondis. Par définition, on n'aura jamais le temps de se former. On n'aura jamais le temps d'aller discuter avec un collaborateur. On est sous l'eau, on n'a pas le temps. Par contre, il est crucial de prendre ce temps pour se former, pour discuter. Donc, formez-vous à l'intelligence collective. Expérimentez sur des sujets complètement insignifiants au départ. Vos équipes seront embarquées dans un processus, et après, vous pourrez le mettre à profit sur des sujets beaucoup plus structurants. Mais l'intelligence collective, et c'est pas juste du brainstorming avec
C'est des vrais méthodos. Il y a plein de méthodos qui existent, donc formez-vous à l'intelligence collective. Si je dois donner un conseil... C'est parfait. Formez-vous à l'intelligence collective. On parlait d'IA, mais il y a aussi l'IC alors, donc l'intelligence collective. Merci Mathieu.